Peuple de France, plus que jamais peuple d'esclaves, prêt à suivre n'importe quel leader politique, aujourd'hui nous parlons de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, nous le connaissons comme un ancien combattant de la guerre de 14-18, un soldat courageux, un officier courageux, qui a été médaille des évadés, il s'est évadé d'Allemagne. Il a fait preuve effectivement d'un grand courage au feu, il était sous les ordres du général Pétain, hein, c'était son commandant. Général de Gaulle, Saint-Cyrien, grand intellectuel, professeur à l'école de guerre, grand historien. C'est quelqu'un qui, en 1939, fait partie des rares généraux au va-t-en-guerre, prêt à en découdre avec l'Allemagne, avec l'allemand de manière générale, bien qu'il soit tout à fait germanophile et germanophone, de même qu'il était également anglophile et anglophone. C'est quelqu'un de tout à fait polyglotte, hein, Charles de Gaulle. C'est quelqu'un qui prône le combat total contre l'Allemagne. Il va être nommé, donc il est colonel au début de la guerre, il va être nommé général de brigade, sous-secrétaire d'État à la guerre. Il est donc au cœur du gouvernement au moment de la débâcle, au moment de la défaite en mai-juin 1940. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui prône la guerre totale contre l'Allemagne. Il est contre le fait de déclarer Paris ville ouverte. Alors naturellement, les hommes politiques et les généraux de l'époque prennent de Gaulle pour un fou. Et à certains égards, il l'est, car si la France n'avait pas déclaré Paris ville ouverte, Paris aurait certainement suivi le même sort que Varsovie, aurait été probablement totalement détruite par l'artillerie, par l'aviation. Ce que les généraux et les politiciens français pensaient en juin 40, c'était d'éviter ce qu'on appelait la polonisation, c'est-à-dire d'être traités comme l'ont été les Polonais qui ont été envahis par l'Allemagne et puis en partie par l'Union soviétique en 1939, où Allemands comme Soviétiques ont perpétré des massacres sur les soldats, sur la population de ce pays. Donc on veut éviter cette situation et on va se lancer dans une politique de collaboration, naturellement avec à sa tête de cette politique le maréchal Pétain, mais pas seulement, hein, l'ensemble de l'état-major considère qu'il faut coopérer, qu'il faut collaborer pour préserver le peuple français de représailles et d'une répression allemande qui n'a pas fait de quartier dans la Pologne occupée. De Gaulle, donc c'est quelqu'un qui menace à ce moment-là bien sûr, non seulement de démissionner, mais même de se suicider. Il dit, puisque c'est comme ça, puisqu'on ne veut pas se battre jusqu'au dernier homme, eh bien je me suicide. Il ne s'est pas suicidé, il a envoyé sa femme à Londres, il l'a suivi très rapidement après. Et puis une fois installé à Londres, bien sans aucune ressource, hein, puisqu'il est général de l'armée française, il veut rentrer en France, il est le seul général sur le territoire britannique. Donc il va voir Churchill, et il lui demande de bien vouloir accepter qu'il rentre en France. Et il dit, voilà, moi, Charles de Gaulle, aux côtés du maréchal Pétain, à Vichy, je porterai la voix de la France, je défendrai aussi les intérêts, dans une certaine mesure, de l'Angleterre, de l'Empire britannique, de l'Empire français, et je parlerai d'une voix forte au sein du gouvernement Vichy. Donc Churchill, qui est un fin politicien, le laisse parler, et puis à la fin, il le connaissait quand même depuis quelques mois, puisqu'il était, je le rappelle, sous-secrétaire d'État à la guerre, Charles de Gaulle. Il lui dit, ben non, vous allez rester en Angleterre, je vais vous donner des moyens, je vais vous donner un salaire, vous conserverez votre uniforme français, bien sûr, sous l'uniforme français, et je vous donne l'opportunité de devenir la voix de la France libre, et vous parlerez à la BBC, la radio anglaise, qui, pour l'occasion, diffusera des émissions en français, et c'est vous qui serez le général radio. C'est Churchill qui invente le concept du général radio. Il empêche De Gaulle de repartir en France. Or, De Gaulle avait pris avant d'aller voir Churchill, avait téléphoné à Weygand, il lui avait demandé s'il pouvait rentrer en France, il ne serait pas fusillé par les Allemands, parce qu'il avait été tellement anti-allemand qu'il avait peur pour sa vie, pour sa liberté. Et Weygand lui dit, non, vous rentrez en France, les Allemands ne savent pas qui vous êtes. Un petit général de brigade, en gros, vous n'êtes pas grand-chose, et je garantis votre sécurité. Et c'est pour ça que De Gaulle était résolu à rentrer en France. Et c'est Churchill qui l'a convaincu, et en même temps, De Gaulle n'avait pas beaucoup de choix, il n'avait pas de moyen de rentrer, il n'allait pas rentrer à la nage, il n'avait pas de moyen de rentrer en France seul, donc il est resté le général radio pendant 4 ans.
Voilà ce qu'on peut dire sur son parcours donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'a pas participé véritablement à des combats, hein, si ce n'est effectivement qu'au tout début du printemps 1940, pardon. Il a ensuite effectivement été envoyé en Afrique. Il a été envoyé notamment lorsque Churchill a lancé une opération pour conquérir Dakar et le Sénégal, une flotte britannique. Donc il a envoyé une flotte britannique au large de Dakar. Les troupes françaises, donc fidèles à Vichy, ont riposté par de l'artillerie. Et la flotte a fait demi-tour. Et là, De Gaulle, encore une fois, fidèle à l'un de ses penchants, naturellement dans son journal, écrit qu'il va se suicider suite à cette déconvenue des armes britanniques. De Gaulle, effectivement, c'est quelqu'un qui, psychologiquement, on va le voir pendant la Seconde Guerre mondiale, puis plus tard, et c'est quelqu'un qui a une dimension assez dépressive. C'est quelqu'un qui admire, par exemple, les samouraïs, qui se suicident. Il a des valeurs martiales, De Gaulle. Hein. C'est un militaire de carrière, mais en même temps, c'est un homme, c'est un intellectuel, c'est aussi quelqu'un de tout à fait... qui a une approche assez romantique de la fonction militaire. Et voilà, donc ça fait partie de ces traits psychologiques, c'est ni un défaut ni une qualité, c'est une caractéristique psychologique. En 1944, eh bien, les Alliés débarquent, comme vous le savez, en Normandie et puis en Provence. La France est libérée, donc en Provence, on va donner à De Gaulle pendant une très courte période un petit commandement. On va lui retirer rapidement son commandement parce que il sait pas trop, voilà, les résultats ne sont pas très concluants, il n'est pas très bon dans cette opération-là. Il constitue bien sûr un gouvernement d'union nationale en 1944 et il va, à la surprise des soviétiques, à la surprise aussi de ses alliés anglais et américains qui l'ont quand même soutenu, et surtout les Anglais, il va introduire des ministres dans le gouvernement, et il va donner notamment des ministres communistes dans son gouvernement, et ces ministres communistes, il va leur donner des fonctions tout à fait éminentes, et notamment l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale au Parti communiste, il va nationaliser Renault, donc là aussi sous pression du Parti communiste et de la CGT. Alors c'est assez surprenant parce que le Parti communiste, avant 1939, avant 1940 et la débâcle de 40, a joué un rôle très anti-français, puisque l'Union soviétique était quand même l'allié de l'Allemagne. L'Union soviétique fournissait du carburant, fournissait des matières premières à l'Allemagne, et en échange, l'Allemagne envoyait en Union soviétique des ingénieurs, envoyait des techniciens pour moderniser l'Union soviétique, et ce, dès 1933. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a une entente qui est réalisée, c'est pas une alliance, naturellement, à la vie et à la mort, mais c'est une entente politique forte, économique et militaire, entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Et les communistes ont joué un rôle, d'ailleurs, très très ambigu, jusqu'au 22 juin 1941, où là, Hitler, naturellement, attaque l'Union soviétique. Donc là, les communistes vont rentrer dans une résistance et vont devenir des résistants authentiques. Mais avant le 22 juin 1941, ça n'est pas le cas du tout, notamment le cas du numéro 2 du Parti communiste, au début de l'occupation, qui est allé à l'hôtel Crillon à Paris, au siège de la SS, pour exiger à ce que l'on fasse reparaître l'humanité, qui avait été interdite par le gouvernement Daladier, par les socialistes. Le Parti communiste, je rappelle, avait été interdit aussi par les socialistes, parce que allié de l'Allemagne nazie. Alors les SS ont vu débarquer le Parti communiste en disant on veut rééditer l'humanité, et ils ont dit, voyez avec Vichy, Vichy a dit non, on va pas publier l'humanité, Vichy a refusé. Mais les SS n'étaient pas forcément hostiles à cette requête. N'oublions pas que Maurice Thorez, qui a déserté l'armée française en 1940, qui s'est réfugié à Moscou, lors de la défaite de la France, a fait un discours sur Radio Moscou, en fustigeant les capitalistes et en félicitant le camarade Hitler de sa victoire sur le capitalisme. Donc c'est assez étonnant de voir ces personnages en 1944 autour de la table promus par Charles de Gaulle. Avec des conséquences, notamment la création de la sécurité sociale, la mise en place sur préconisation du CNR, du Conseil national de la résistance. Et la mise en place de la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est donner à des syndicats,
en fait, qui ne sont pas tous communistes, mais à des syndicats, la possibilité de lever des impôts. C'est-à-dire que quelque part, ce qu'a fait Charles de Gaulle, c'est de restaurer ce qui existait sous l'Ancien Régime, qu'on appelait la ferme générale. C'est-à-dire on donne à des personnes privées la possibilité de lever des impôts au nom du roi, et en l'occurrence, en 1944, c'est au nom de l'État et au nom de la République, pour ensuite les redistribuer, hein, c'est de la redistribution, mais également pour entretenir financièrement les syndicats, qui du coup ne sont plus au service tellement des syndiqués, puisque les syndiqués payent des cotisations, mais les cotisations ce n'est qu'une partie des revenus des syndicats. Une grosse partie depuis 1944 des revenus des syndicats, c'est la possibilité de se financer par la gestion des organismes sociaux, la sécurité sociale de manière générale, donc les caisses de retraite, les caisses d'allocation familiale, l'assurance maladie, et puis également la mise en place de tout ce qui va être comité d'entreprise, délégués syndicaux dans les grandes entreprises publiques et privées, et qui va financer les syndicats. Donc on a des syndicats qui vont se couper quelque part de leur base et de leur mission première, qui était la défense du travailleur, la défense du salarié, la défense de l'employé, la défense des cadres, la défense des salariés de manière générale. Donc voilà ce qui est mis en place en 1944. En 1958, donc De Gaulle revient aux affaires. C'est René Coty, président de la République, Antoine Pinay, donc c'est la droite qui va chercher De Gaulle, la droite qui a le projet de mettre en place une nouvelle constitution, suite aux incohérences et aux faiblesses de la 4ème République, notamment à l'instabilité parlementaire qui faisait que les gouvernements duraient en moyenne 6 mois, comme sous la 3ème République, c'était pas très efficace, c'était pas très optimal. Donc la droite va chercher De Gaulle en disant vous serez la figure montante, et vous serez le président de la République élu au suffrage restreint en 1958. Ce ne sont pas les Français qui élisent le président de la République, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, les grands électeurs, hein, les représentants des conseillers municipaux, des conseillers généraux qui élisent le président de la République. Donc Charles de Gaulle est élu. Et alors, une de ses mesures phares, parce qu'il a quand même une influence sur le gouvernement qui est mis en place, eh bien, c'est notamment de donner aux gauchistes la culture, l'accès à la télé, l'ORTF, à l'époque il n'y a qu'une chaîne de télé, on n'est qu'au début de la télévision, mais qui va avoir un impact très important. Et ces mêmes gauchistes, eh bien, 10 ans plus tard, en 1968, seront les premiers à planter un poignard dans le dos de Gaulle. Donc après avoir donné l'éducation nationale au Parti communiste en 1944, eh bien en 1958, on va, avec un Charles de Gaulle, donner une grande partie de la culture, l'accès à la culture, une partie de la télévision. Alors pas l'information était sous contrôle du ministère de l'Intérieur. Alors De Gaulle disait, bon, l'armée est avec moi, la police est avec moi, l'information est avec moi. Mais donner effectivement à ses adversaires, ou en tout cas aux adversaires de la droite, et qui étaient à l'époque très anti-français, très anti-national, très anti-patriotique, eh bien ça a créé effectivement une situation où De Gaulle s'est coupé aussi de la base de son électorat. Ce qu'il a fait aussi en Algérie, De Gaulle, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1958, dans un contexte de crise très grave en Algérie, suite à la guerre d'Indochine qui venait de se terminer, eh bien, c'est de désarmer les pieds noirs, comme Laval l'avait fait en 1934. Rappelez-vous, je l'avais dit dans une précédente vidéo, on désarme la population, on dit l'armée et la police va vous protéger, et une fois que les personnes sont désarmées, et une fois que la guerre a été gagnée en 1962, eh bien on a donné l'Algérie à ceux qui avaient perdu la guerre, au FLN, et les populations harkis, les populations pieds noirs, n'avaient pas les moyens de se défendre, et elles sont, pour une partie d'entre elles, revenues en France, et les harkis, une toute petite partie est revenue en France, une grande partie est restée en Algérie, et a été massacrée, conséquence d'une politique de Charles de Gaulle. Il faut voir De Gaulle comme un personnage, il faut voir De Gaulle plus comme un Ponce Pilate que comme un César. C'est plus quelqu'un qui dit, moi général, moi prestigieux, moi intellectuel. C'était un intellectuel, c'était un grand homme, c'était un homme brillant, humainement parlant, c'était un grand chrétien, c'était quelqu'un qui était très aimant vis-à-vis de sa femme, de sa famille, c'était quelqu'un qui faisait preuve d'une grande empathie. Mais ce n'est pas cela l'exercice de la politique. L'exercice de la magistrature politique, c'est l'exercice de la justice. Et l'exercice de la justice, il est difficile. Parce que cela veut dire condamner les uns, condamner les coupables et protéger les innocents.
promouvoir les communistes comme il l'a fait, promouvoir les gauchistes comme il l'a fait. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était bon pour la France? Certainement pas. C'était une politique de compromis, une logique de compromis, une logique très, très chrétienne, si vous voulez. De Gaulle aurait fait certainement un grand prélat, il aurait fait certainement un grand pape, mais certainement pas un grand homme d'État. De Gaulle, finalement, il commet à peu près les mêmes erreurs que Louis XVI. Louis XVI, qui était un grand roi, qui était un grand chrétien, qui allait à la messe 5 fois par jour, qui était très aimant avec son unique enfant, avec son épouse, avec sa famille, mais qui était incapable d'exercer la magistrature, c'est-à-dire dans les moments de crise, eh bien, oui, Louis XVI aurait dû faire pendre un certain nombre de ce qu'on appelle le Parlement de Paris à l'époque, qui finalement vont... c'est eux qui vont se révolter, c'est eux qui vont finir par lui trancher la tête et jeter la France dans la guerre civile. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que De Gaulle, naturellement, c'est pas le même bilan, il n'a pas jeté la France dans la guerre civile, mais la logique qui consiste à dire je ne tranche pas les questions importantes, je ne condamne pas les coupables, je ne combats pas le mal, je fais faire du compromis, je vais mettre tout le monde autour de la table, eh bien cette logique-là, elle est, à long terme, elle est préjudiciable au peuple. Elle ne va pas dans le sens du peuple. Donc De Gaulle, à beaucoup d'égards, a été un homme faible. Aujourd'hui, on le présente comme un géant, le géant du siècle. Non, moi je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas un géant, c'est quelqu'un qui a été, oui, qui a été faible à beaucoup d'égards. Avez-vous des questions, des choses sur De Gaulle? Ben, oui, après ce que vous venez de dire, il faut quand même reconnaître qu'en fin de guerre, vers 44, les années 44, De Gaulle a redonné une certaine grandeur de la France au niveau mondial. Alors, il a donné une grandeur de la France, je dirais pas qu'il a... disons que les Français en 1944, les Français ont été traumatisés par la défaite de 1940, déjà il faut le dire. Ils se sont battus en 14-18 pendant 4 ans, il y a eu 1 500 000 morts en 14-18, 1 500 000 blessés graves. En 1940, il y a 1 900 000 Français qui sont prisonniers en Allemagne. Hitler va en libérer assez rapidement 450 000 parce qu'il a besoin que l'économie fonctionne. Il reste donc à peu près 1 500 000 Français prisonniers pendant 4 ans en Allemagne. La France est pillée économiquement par l'Allemagne, comme tous les pays qui ont été occupés par l'Allemagne. À partir de mai 1943, la France va verser 3 milliards de Reichsmark par mois à l'Allemagne. On estime que la France a contribué pour le tiers de l'effort de guerre allemand. C'est absolument gigantesque. Les Français ont terriblement souffert en 40-44. Et en 1944, quand la France est libérée, bien sûr, on se cherche un leader, on se cherche une figure héroïque, même si elle est largement mythique et inventée et un petit peu artificielle. Lorsque De Gaulle traverse un village de Normandie, une femme s'écrie « Vive le maréchal de Gaulle !» Voilà. Donc, quelques mois avant, Pétain, qui s'était rendu en mars ou avril à Paris, à l'hôtel de ville, c'était une visite simplement protocolaire, c'était pas un meeting politique. La population parisienne apprend que le maréchal est à Paris et se regroupe devant l'hôtel de ville de Paris. Les Allemands disent « mais qu'est-ce qui se passe? C'est une émeute, c'est un soulèvement ». Il était interdit de se rassembler, je le rappelle, sous l'occupation. Et donc Pétain apparaît, ouvre la fenêtre et puis il prononce quelques mots en disant je suis avec vous, je reviendrai bientôt, et il est acclamé par toute la population. Les Français avaient besoin d'acclamer un leader en 1944. Donc sur la scène internationale, De Gaulle ne représente rien, ni pour les Soviétiques, ni pour les Anglais, ni pour les Américains. C'est un petit général. Pour les Français, oui, pour les Français, il faut se raccrocher à une figure, et on va se raccrocher à la figure du général De Gaulle. Ça se comprend tout à fait, c'est humain. Les Français, comme tous les peuples, ont soif de suivre un leader, ont soif de leadership. Donc moi, je l'explique de cette façon-là. D'autres questions? Oui, de toute façon, grâce à De Gaulle, quand même, la France, grâce à son action, est devenue permanente du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dû passer des obstacles. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ce qu'il a dû surmonter quand même? Alors, la France est membre du Conseil de sécurité, mais c'est pas Charles de Gaulle qui a dit on est membre du Conseil de sécurité. Ce sont les Américains qui ont inventé ce concept pour remplacer la SDN. Avant-guerre, c'était la Société des Nations.
la Société des Nations, donc, qui avait été fondée après la Première Guerre mondiale. Mais la Société des Nations, un certain nombre de pays comme le Japon, comme l'Allemagne ont fini par claquer la porte. Donc voilà, c'était un fonctionnement qui n'a pas fonctionné. Donc les Américains ont voulu refaire une Société des Nations à leur, je veux dire, à leur sauce, avec les Soviétiques. Donc c'est Américains et Soviétiques et Anglais, dans une certaine mesure, qui ont créé l'Organisation des Nations Unies. Et avec un Conseil permanent de sécurité qui permettait aux grandes puissances de s'entendre plutôt que de se faire la guerre et surtout d'être capable de mener conjointement des opérations militaires. C'est un peu ça l'Organisation des Nations Unies. Dans la philosophie des Américains et dans une certaine mesure des Soviétiques. Les Soviétiques, bien sûr, font partie des grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont payé un extrêmement lourd tribut à la guerre contre l'Allemagne nazie. Plus de 20 millions de Soviétiques ont été tués et une grande partie du pays a été complètement détruite. Mais les Soviétiques savaient aussi très bien qu'une grande partie de leur victoire venait de l'aide apportée par les Américains, l'aide en nourriture, l'aide en médicaments, l'aide en feuilles d'acier. Pour vous donner un exemple, à partir de mai 1943, le Carnegie, qui est le grand industriel de l'acierie américain, livre 25 000 feuilles d'acier à l'Union soviétique par mois, quand l'Allemagne en produit 15 000. Donc, voilà. Donc, les Soviétiques savent très bien qu'une grande partie de leur matériel et de leur victoire vient de l'aide américaine, donc ils vont suivre effectivement l'option des Américains dans la création de l'ONU, mais De Gaulle ne joue pas de rôle spécialement dans cette assemblée. Les Américains et les Anglais, dans une certaine mesure, vont convenir qu'il faut que la France ait un siège, parce que la France a un empire colonial, parce que la France est aussi une puissance qui est capable de faire bloc face à l'URSS en cas de future guerre éventuelle entre l'Ouest et l'Est, et capable aussi d'être une force sur le continent face à l'Allemagne. Alors l'Allemagne, à l'époque, bien sûr, est occupée, divisée en zones d'influence, les 4 zones d'influence. Donc, mais ce sont les Américains qui décident que la France fera partie du Conseil permanent de sécurité, ainsi que la Chine. Je rappelle, il y a 5 membres, États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, France et Chine. Mais France et Chine sont des pays qui sont ruinés et dévastés en 1945. L'Angleterre est également ruinée et dévastée. Mais ce sont des pays qui font partie des vainqueurs, entre guillemets, mais qui en réalité ne sont pas des puissances en 1945. Donc c'est pas Chiang Kai-shek en Chine ou De Gaulle en France qui tape du poing sur la table et qui dit « je suis membre permanent du Conseil de sécurité et j'impose cette vue-là ». Non, c'est le pragmatisme des grandes puissances, des grands vainqueurs, et notamment des États-Unis et de l'Union soviétique, qui vont dire « bon, il faut qu'autour de la table, il y ait aussi, naturellement, Royaume-Uni, URSS et USA, mais aussi Chine et France, parce qu'il y a quand même une influence culturelle et une importance coloniale. Alors, à l'époque, la France a aussi un important empire colonial. Donc c'est ce qui fait basculer la décision dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la décision d'un De Gaulle ou l'influence merveilleuse d'un sauveur que serait Charles de Gaulle. Voilà. D'autres questions? Oui. Grâce à De Gaulle, la France a l'arme nucléaire. Pensez-vous qu'un autre chef d'État aurait pu avoir cet objectif? Est-ce que je pense que notre... Alors, l'arme nucléaire, il faut comprendre que De Gaulle est au pouvoir jusqu'en 1946, donc de 1944 à 1946, il est chef du gouvernement de libération. Mais en 1946, il démissionne. Il claque la porte, il dit, les politiciens, ils ne s'entendent pas avec le cabinet, et il pense que très rapidement, on va le rappeler aux affaires. En fait, on ne le rappelle pas rapidement aux affaires, puisqu'il reviendra qu'en 1958. Et le programme électronucléaire français, il est développé justement entre 1946 et... en gros, 56. En 56, il est fini, puisque je rappelle que lors de la guerre de la France, du Royaume-Uni et d'Israël contre l'Égypte, lors de l'affaire de Suez en 1956, l'un des éléments qui a fait qu'Israël allait attaquer Nasser, qui était le leader égyptien, l'un des éléments qui a permis à Israël d'être allié de la France et du Royaume-Uni, c'était que la France donne une grande partie de sa technologie nucléaire militaire à l'Israël. Ça fait partie des accords secrets, enfin bon, c'est secret de Polichinelle. C'est à cette époque-là que s'est conclue cette alliance. Et donc le programme nucléaire français, il était terminé sur la théorie. Après, la première bombe atomique a explosé en
60 à Reagan dans le désert, dans le Sahara. Mais le programme électronucléaire, il a été développé dans les années, 46, on va dire, allez, jusqu'en 60, l'explosion de la première bombe. Mais c'est pas Charles de Gaulle qui a dirigé les études et qui a mené et qui a porté ce projet de développement de l'arme nucléaire française de bout en bout. La France, effectivement, fait partie des 3 seules puissances qui ont inventé ou réinventé la bombe atomique. La première, c'est les États-Unis avec le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, c'était l'URSS qui, en 1949, a explosé sa première bombe et qui a développé la bombe atomique. Et puis le troisième, c'est la France. Les autres puissances, c'est des puissances à qui on a donné l'arme nucléaire. Les Anglais, c'est les Américains qui ont donné une grande partie de la technologie pour avoir des armes nucléaires. La France l'a donné à Israël. L'URSS l'a donné à la Chine, qui ensuite l'a donné à la Corée du Nord et au Pakistan. Et l'URSS l'a donné aussi à l'Inde, parce qu'après, une fois qu'il y a eu des conflits des conflits pas armés, mais des conflits d'intérêt entre la Chine et l'URSS, eh bien, pour faire contrepoids, l'URSS l'a donné aussi a donné l'arme nucléaire aussi à l'Inde, en tout cas donné la technologie ou les éléments principaux qui vont permettre à ces puissances de développer l'arme nucléaire. Voilà ce qui s'est passé sur l'arme nucléaire. C'est pas Charles de Gaulle qui a porté qui a véritablement porté ce projet. D'autres questions? Oui, De Gaulle a créé la Ve République et en même temps, il a donné le pouvoir de nommer le président par le peuple français. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de Gaulle, il n'a pas créé la Ve République, puisque c'est ce que je vous disais, c'est René Coty, c'est Pinet, c'est un certain nombre de parlementaires qui ont analysé que les gouvernements étaient trop instables sous la Quatrième République et que le Parlement pouvait trop facilement censurer le gouvernement. Les gouvernements duraient en moyenne 6 mois. Sous la Troisième comme sous la Quatrième République, c'était trop instable. Donc on a voulu simplement une République comparable, simplement avec un gouvernement beaucoup plus stable, élu pour 5 ans, ce qui est encore le cas aujourd'hui, la législature dure 5 ans, et dans lequel le Parlement ait besoin de la majorité des 2/3 pour censurer le gouvernement, ce qu'on appelle une motion de censure. Quand l'opposition dépose une motion de censure sur un projet de loi, le gouvernement peut engager le 49-3. C'était le cas encore jusqu'à il y a peu, alors ça a été réformé un certain nombre de fois. Et si les 2/3 de l'Assemblée nationale votent contre, votent la censure, la loi passe pas, mais le gouvernement saute. C'est jamais arrivé depuis 1958. Parce que la majorité des 2/3, aucune opposition n'a réussi à. Aucune assemblée n'a réussi à rassembler la majorité des 2/3. Donc c'est pas De Gaulle qui a inventé la Ve République. Lui, on est allé le chercher à Colombey les 2 églises dans sa retraite, il était en train d'écrire ses mémoires, et on lui a dit, vous serez président de la République, vous, Charles de Gaulle, vous, l'homme du 18 juin. Bon. Donc il a accepté. Et j'ai même envie de dire, quelque part, c'est De Gaulle qui a bousillé la Ve République, puisqu'en 62, il fait une réforme qui permet au président de la République d'être élu au suffrage universel direct. Pourquoi il fait une réforme en 62? Parce qu'il est impopulaire. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'il a tellement, effectivement, promu un certain nombre d'idées gauchistes que la droite a dit il nous a trahis, la gauche dit il n'est pas assez à gauche, et la droite dit il n'est pas à droite. Donc il est impopulaire, il veut redorer ce blason en 62. On est aussi dans le contexte de la guerre d'Algérie, de la tentative du putsch d'Alger. Donc il veut le putsch d'Alger, mais qui est une tentative plus générale de prise de pouvoir, qui a échoué. Donc De Gaulle il veut être élu au suffrage universel direct. Il est élu en 65, puisque 62 le référendum passe. Donc suffrage universel direct. Il est élu en 65, il est viré en 69. De Gaulle, il a tenu 4 ans. Il faut quand même se rappeler. C'est quand même très intéressant de voir que ce système présidentiel, ou semi-présidentiel, parce que c'est quand même le Premier ministre qui gouverne la France. Ce n'est pas le président de la République. Le président nomme le Premier ministre, mais on l'a vu lors des cohabitations, c'est le Premier ministre qui fait la politique qui est la sienne. Depuis Charles de Gaulle, tous les présidents de la République ont tous été plus impopulaires les uns que les autres. Giscard a été plus impopulaire que De Gaulle. Mitterrand a été formidablement impopulaire. Alors il a été réélu en 88, mais parce qu'en face il avait Chirac, et il y avait une cohabitation, c'est Chirac qui a gouverné pendant 2 ans, la première cohabitation, donc c'est une victoire un peu la Pyrrhus. Ensuite on a eu Chirac, qui a été quand même vomi, qui était super menteur, qui a été conspué, qui lui aussi a été élu, mais qui a été élu face à Jean-Marie Le Pen. Donc on a eu ensuite Nicolas Sarkozy, qui a été encore plus impopulaire que Chirac, Hollande encore plus impopulaire que Sarkozy, et aujourd'hui on a Emmanuel Macron qui bat les records imbattables d'Hollande. Il faut quand même voir les sondages.
Donc, est-ce que c'est De Gaulle qui a sauvé la Ve République, ou il l'a créé, il l'a pas créé? Et j'ai envie de dire, en créant un suffrage universel direct pour le président de la République, il a plutôt bousillé. Parce qu'il a créé une dichotomie entre un président de la République qui a la légitimité populaire du suffrage universel, mais qui n'a pas de pouvoir, en réalité, qui ne gouverne pas. Et on le voit avec Macron, on l'a vu avec Hollande, avec Sarko, Chirac et les autres. Et un Premier ministre qui gouverne, mais lui qui n'a pas de légitimité populaire. Et cette dichotomie est quelque chose d'unique en Europe. Ça n'existe pas dans les autres pays européens. En Allemagne, c'est le chancelier ou la chancelière qui gouverne. En Italie, c'est le président du Conseil. C'est le chef du gouvernement. C'est pas le président de la République italienne. Personne ne le connaît. Et en France, on a cette dichotomie et qui n'est pas du tout efficace et qui est une invention de De Gaulle. Donc De Gaulle, non seulement il n'a pas inventé la cinquième, mais j'ai envie de dire qu'il a plutôt bousillé. D'autres questions? Oui, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un homme politique pourrait se dire le véritable héritier de Gaulle? Est-ce qu'un homme politique aujourd'hui peut se dire le véritable héritier de Gaulle? Moi, j'ai presque envie de dire, ils sont tous, quelque part, les héritiers de Gaulle. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle, de Jean-Luc le millionnaire à Tata Marine, tous se réfèrent plus ou moins de Gaulle, et quelque part, de manière légitime, puisque ce sont tous plus ou moins des baltringues. Il faut quand même le dire, ce sont tous plus ou moins des guignols, et ils sont tous plus ou moins dans cette représentation, dans cette présentation clownesque de la politique. Votez pour moi, votez pour moi. Une fois que je suis au pouvoir, ben je ne fais rien, parce que déjà, j'ai pas de pouvoir pour gouverner, c'est le Premier ministre. Donc, on est dans ce mensonge et dans cette guignolade. Donc j'ai presque envie de dire, tous les hommes politiques, en tout cas les plus mauvais d'entre eux, sont aujourd'hui les héritiers... finalement les héritiers de Gaulle. Alors De Gaulle, il était honnête, hein, c'est quelqu'un qui était d'une grande honnêteté, qui donne une grande transparence, qui payait ses notes, ses factures d'électricité à l'Élysée. Depuis, on a vu beaucoup plus de corruption. Mais sur le fond de la politique, c'est moi général, moi président, je ferai ceci, cela. Et en réalité, on ne fait rien, parce que les institutions ne le permettent pas déjà, donc on ment au peuple. Et puis parce qu'il n'y a aucune volonté, puis parce qu'on s'en fout. Et puis parce que peuple de France... peuple d'esclaves, peuple de chiens, finalement on amuse la galerie, et ça passe de moins en moins. Grâce à Internet, grâce aux vidéos, grâce aux forums, voilà. Et puis grâce au fait que les gens sont de mieux en mieux informés, instruits, et s'intéressent à ces questions. Mais, peuple de France, quand même, peuple d'esclaves, jusqu'à preuve du contraire. D'autres questions? Non? Eh bien, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.